Alors, ce DEM numéro 11, donc avec pas mal, beaucoup trop même, hein, disons-le, de coquilles, et je vous renouvelle pardon, mes excuses pour cela. Cela étant, donc les coquilles ont été corrigées, vous avez eu un petit peu plus de temps pour le terminer. Un problème avec de l'algèbre linéaire, de l'algèbre bilinéaire, parce que c'est un problème essentiellement basé sur des histoires de produits scalaires. Avec des questions que l'on retrouve quand même assez régulièrement. Donc un problème que je trouve, alors pas spécialement intéressant mathématiquement, mais qui est intéressant dans le sens où il y a quand même des questions qu'on retrouve pas mal. Et puis un deuxième truc qui est quand même un petit peu bien dans ce travail, c'est que on mélange des notions d'algèbre linéaire avec des notions de fonctions de plusieurs variables. C'est pour ça que j'avais fait ce choix. Donc, bon, je passe sur le début, hein, et des questions relativement simples, mais même si ces questions sont relativement simples et pas forcément intéressantes à proprement parler, faut quand même les faire parce que ce sont des points de gagner. Première question, montrer que f est un automorphisme de Rn. Bon, on a déjà des informations là-dedans, hein, on a déjà que le fait que f est un endomorphisme, donc on a déjà fait une grosse partie du travail pour euh, le montrer que c'est un automorphisme, et donc il suffit de montrer que f est bijectif. Donc d'après l'énoncé, hein, f est un endomorphisme symétrique même, hein, mais on n'a pas besoin de cette information ici. Montrons que f est bijectif. C'est essentiellement ici une question de vocabulaire, hein. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un automorphisme, vous êtes coincé. Pourquoi est-ce que f est bijectif? Eh bien, on remarque que ces valeurs propres sont toutes strictement positives. C'est l'énoncé qui nous le dit, hein. Ces valeurs propres sont toutes strictement positives. Et donc 0 n'est pas valeur propre de f. Donc f est bijectif. Conclusion, f est donc un automorphisme de Rn. Première question, c'est réglé. Deuxième question. Exprimer la transposée de A en fonction de la matrice A. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme information? F est symétrique. Donc sa matrice A dans la base canonique. La base canonique est orthonormale pour le produit scalaire, alors qui ici n'est pas appelé canonique mais appelé produit scalaire usuel, mais c'est la même chose, hein. Comme A est la matrice de F dans cette base, A est symétrique. Je vous rappelle, hein, qu'un endomorphisme symétrique a sa matrice dans n'importe quelle base orthonormale qui est symétrique. Donc il faut dire tout ça. D'où la transposée de A est égale à la matrice A. Question B. Montrer qu'il existe une matrice P appartenant à Mn de R, inversible, telle que transposée de P à P soit diagonale. Très bien. Donc A est symétrique. Donc diagonalisable. Comme diagonalisable même dans une base
orthonormée. Donc, il existe une matrice P orthogonale et D une matrice diagonale. De Mn de R, telle que la matrice A, c'est la matrice P, D, P-1. Or, P est orthogonale. Donc, la matrice P-1, c'est la transposée de P. D'où il existe P inversible de Mn de R, tel que et D diagonale, je vais dire les choses comme ça, tel que D est égal à transposée de P, alors P-1 à P est égal à transposée de P à P, c'est-à-dire tel que transposée de P à P est diagonale. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de calcul, on utilise des propriétés du cours. On a déjà besoin d'une nouvelle page. Question C. Oups. Donc la question C, il s'agit de montrer que pour tout x dans Rn, lambda 1 norme de x au carré est inférieur ou égal à f de x scalaire x, inférieur ou égal à lambda n, norme de x au carré. Bon. Il faut donc qu'on se débrouille pour faire intervenir les valeurs propres de l'endomorphisme f, qui sont également celles de la matrice. On pourrait se dire que la question d'avant pourrait nous servir. Cela étant, j'ai du mal à voir comment on pourrait... Alors, faire intervenir les valeurs propres, ça poserait aucun problème. Par contre, obtenir directement cette inégalité, je pense qu'on ferait intervenir probablement la forme quadratique liée à la matrice A, mais ça me paraît un petit peu lourd pour répondre à cette question. Donc je pense que la bonne méthode, une méthode assez simple à mettre en œuvre, c'est tout simplement de dire que comme l'endomorphisme f est diagonalisable dans une base orthonormée, ça c'est important, eh bien on va pouvoir décomposer n'importe quel vecteur x suivant les éléments de cette base. Donc c'est sur cette idée que je vais partir. F étant symétrique, il existe une base orthonormée E1, E2, En, constituée de vecteurs propres de f tels que pour tout i appartenant à 1n, le vecteur propre ei est associé, c'est évident mais il vaut mieux l'écrire, à la valeur propre lambda i. Bon. C'est une base, donc on peut décomposer n'importe quel vecteur de Rn dans cette base. Si je me donne x appartenant à Rn, il existe un certain n-uplet alpha 1, alpha n de réel, tel que x, c'est donc la somme pour i allant de 1 à n des alpha i ei. Et je vais calculer mon f de x scalaire x avec ça. F de x scalaire x, c'est donc la somme pour i allant de 1 à n. Alors je vais noter ça comme ça. F de la somme pour i allant de 1 à n des alpha i ei, avec la somme pour, je ne vais pas mettre le même indice, j allant de 1 à n des alpha i ej. Alors des alpha j ej. Bon. Linéarité de f, je vais donc avoir la somme
pour i allant de 1 à n des f, alors même des alpha i, f de ei, avec la somme pour j allant de 1 à n des alpha j ej, par linéarité de f. Et ensuite, comme j'ai une base de vecteurs propres, les f de ei, ce sont des lambda i ei. Donc je vais avoir ma somme pour i allant de 1 à n des lambda i alpha i ei avec la somme pour j allant de 1 à n des alpha j ej. Car ei, vecteur propre, associé à lambda i. Vous voyez que c'est quand même bien pratique, cette diagonalisation. Et ensuite, je vais utiliser la bilinéarité de mon produit scalaire. Je vais donc avoir la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de 1 à n, des lambda i alpha i carré, des lambda i, pardon, alpha i, je vais un petit peu plus vite que la musique, alpha i alpha j, ei, scalaire ej, par bilinéarité de ce produit scalaire. Et ensuite, j'ai une base orthonormée. Donc cette chose-là, ça vaut quoi? Ça vaut 0 si i différent de j, et ça vaut 1 si i égale j. Et donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester juste une somme. La somme, par exemple, pour i allant de 1 à n, des lambda i, alpha i, alors alpha i qui va être au carré, et c'est tout. Puisque les ei scalaires ej, il ne me reste que les ei scalaires ei qui font 1. Et là, il va se passer deux choses. Ça, c'est donc, or, pour tout i appartenant à un n, vous avez lambda 1 qui est inférieur ou égal à lambda i qui est inférieur à lambda n. D'où vous avez lambda 1 multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des alpha i carré, plus petit que f de x scalaire x, plus petit que lambda n, somme pour i allant de 1 à n des alpha i carré. Or, la norme de x au carré, c'est quoi? C'est x scalaire x, c'est-à-dire en fait la somme pour i allant de 1 à n des alpha i carré, puisqu'on a une base orthonormée. Conclusion, pour tout x appartenant à Rn, vous avez lambda 1 multiplié par la norme de x au carré, qui va bien être inférieur ou égal à, au produit scalaire f de x, x, plus petit ou égal à lambda n, norme de x au carré. Ça, c'est quelque chose que l'on a déjà fait un certain nombre de fois dans des exercices en classe. C'était donc la question C. Question D. Montrer que f de x scalaire x égale 0 si et seulement si x égale 0. C'est une équivalence, deux implications. Je vais commencer par la plus simple. Supposons x égale 0. Alors, la norme de x vaut 0. Et donc, à cause de l'encadrement, vous allez avoir f de x scalaire x qui vaut 0. Ça, c'est le côté facile. Supposons maintenant que f de x scalaire x est égal à 0. Remarquez que ici, on n'a même pas besoin de ça. En fait, là, on n'a même pas besoin de l'encadrement. Hein. Alors, ce que j'ai écrit, c'est pas faux. Hein. On peut se servir de l'encadrement, mais on n'en a même pas besoin. Oups. Alors, f de x scalaire x est égal à f de 0 scalaire 0, c'est-à-dire 0 scalaire 0, c'est-à-dire 0. Supposons maintenant que f de x scalaire x est égal à 0. Bon. On a, par hypothèse, donc norme de x au carré est supérieur ou égal à 0, et lambda 1 est strictement positif. Donc, on a 0 qui est inférieur ou égal à lambda 1 norme de x au carré qui est inférieur à 0. D'où norme de x
au carré égale 0, donc x égale 0. Il ne nous reste qu'à conclure, on va faire ça de l'autre côté. Conclusion, f de x scalaire x est égal à 0, ça revient à x égale 0. Et voilà pour cette question 2 de cet exercice. Rien de difficile là-dedans. Alors, éventuellement, la question 2C, on s'éloigne un petit peu de l'application bête et méchante du cours, mais c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Question 3A. On nous demande d'exprimer g de x en fonction des xi, aij et ui, sachant que les aij sont les coefficients de la matrice de f, en fait. Bon, c'est-à-dire qu'on va être obligé, d'une certaine façon, de faire appel à la matrice f. Donc il y a plusieurs façons de traiter cette question, mais on peut écrire G de façon matricielle. Vous avez, on calcule, alors c'est pas égal, hein, je ne vais pas marquer G de x égal, on calcule G de x de la façon suivante. Donc vous avez 1 demi. F de x scalaire x, c'est donc la transposée de x multipliée par f de x qui est à x, moins u scalaire x, c'est-à-dire la transposée de x multipliée par le vecteur u, où grand X est le vecteur de coordonnées de grand X dans la base orthonormale, dans la base canonique en fait. Et grand U, celui de petit u. On a donc 1 demi de transposé de x à x, moins transposé de x u. Vous voyez qu'on parle de forme quadratique, en fait, sans en parler vraiment. Et donc, on va avoir 1 demi de quoi? De x1, xn, notre matrice A, x1, xn, moins x1, xn, multiplié par u1, un. C'est-à-dire que l'on va avoir en fait un réel. Alors quand j'ai dit que g de x n'était pas égal à ça, en fait si, parce que comme on va avoir des réels, ça fonctionne. Alors ça fonctionnerait pas si on avait comment dire, des fonctions qui n'étaient pas à valeur dans R, mais ici c'est le cas. Donc g de x, ça va être quoi? Vous allez avoir 1 demi, alors j'ai mis le 1 demi en facteur, c'est une erreur de ma part, hein. On n'a même pas besoin de ça, on n'a besoin que de ça. 1 demi donc de x1, xn, multiplié par, et bien ici vous allez avoir la somme pour i allant de 1 à n, des a, i, 1, x1, la somme pour i allant de 1 à n des a, i, n, xn, moins la somme pour i allant de 1 à n des ui, xi ou des xi, ui, ce qui revient au même. Et donc quand on va faire ça, on va se retrouver avec une somme, la somme pour j allant de 1 à n, des xj multiplié par la somme pour i allant de 1 à n, des a, i, j, xj, si je ne me trompe pas, moins la somme pour i allant de 1 à n, des ui, xi. C'est-à-dire qu'on va avoir une somme double qui va faire intervenir des xi carrés, et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait on a une forme quadratique, en fait, hein, qui ne dit pas son nom.
y a quand même un truc qui m'embête dans l'histoire. Non, ici c'est des xi. Et donc ici on a des xi. C'est normal qu'on ait du produit xi, xj, mais les xi carrés c'était pas tout à fait... Donc on va avoir un demi d'une somme pour j allant de 1 à n, d'une somme pour i allant de 1 à n, des a, i, j, xi, xj, moins une somme pour i allant de 1 à n, des ui, xi. Donc finalement, j'ai de x. Alors on pourrait faire une seule somme, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas trop, on va l'écrire sous la forme d'une seule somme. Somme pour i allant de 1 à n de 1 demi de la somme pour j allant de 1 à n des a, i, j, xi, xj, moins ui, on va écrire ça proprement, ui, xi. Est-ce que c'est utile d'avoir cette forme ou pas? Je ne sais pas, on verra bien par la suite. Sinon, de toute façon, on revient à la forme avec les deux sommes ici, et c'est très bien. Alors, question suivante. Montrer que G est de classe C1. Bon, bah, c'est très très simple. G est polynomial. En x1, x2, xn. Hein, donc, G est de classe C2 même, hein, mais ici C1 nous suffira. Sur Rn. C'est du cours, c'est pas la peine de s'apesantir. On a directement, il n'y a pas de composé de quoi que ce soit. C'est polynomial, donc directement de classe C1. Déterminer la dérivée par rapport à la première variable de G. Alors, dans la suite, il s'agit de calculer la dérivée de G par rapport à la première variable. Et pour ça, finalement, alors oui, ma souris, alors elle est là. Pour ça, finalement, cette expression, elle est quand même assez utile. Donc, on remarque que G de x, ça sera donc ce qui se passe pour... xi pour i égale 1 en fait. Hein. Donc on aura 1 demi de la somme pour j allant de 1 à n des a 1j x1 xj moins u1 x1 plus la somme pour i allant de 2 à n des 1 demi de une deuxième somme, j allant de 1 à n, des aij, xi, xj, moins ui, xi. La deuxième somme, eh bien, donc cette deuxième somme, elle aussi, on va la distinguer, hein, ce qui se passe pour j égale 1 du reste. Donc on aura 1 demi de a11 x1 au carré, plus le reste de la somme, donc plus 1 demi de la somme pour j allant de 2 à n, des a1j, x1, xj, moins u1, x1, ça ne change pas, plus la somme pour i allant de 2 à n, ça ne change pas, ça non plus. Et là aussi, je vais distinguer dans la parenthèse ce qui relève de j égale 1 du reste. Donc on va avoir 1 demi de a i1 xi x1 plus le reste, la somme pour j allant de 1, il ne faut pas que j'oublie le 1 demi, à n, alors non plus de 1 puisque je l'ai traité à part, mais de 2 à n, des aij xi xj moins ui xi. Voilà comment on réécrit notre fonction. Une nouvelle page. Ensuite, quand je vais dériver ça, d1 de g en x, donc j'ai mon premier morceau. Quand je vais le dériver, je vais avoir a11 x1. Alors, la dérivée de x1 carré me donnerait 2x1, mais multiplié par 1 demi, ça s'arrange. Ensuite, dans ma somme, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'ai toujours des x1 qui apparaissent. Donc, je vais avoir 1 demi de la somme pour j allant de 2 à n,
des A1J XJ, puisque ça, chacun des A1J XJ sont considérés ici comme des constantes multiplicatives. Alors attention, hein, vous avez souvent tendance à dire que c'est des constantes, la dérivée vaut 0. Ça ne marche que quand ce sont des constantes additives. Hein. Quand on a des constantes multiplicatives, elles multiplient la dérivée. Quand vous dérivez k fois u, la dérivée c'est pas 0, c'est k fois u'. Plus. Ensuite, dans la somme qui reste, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, toute cette partie-là va valoir 0. Donc on va avoir ici le 1,5 qui va pouvoir sortir par linéarité, multiplié par la somme pour i allant de 2. J'ai oublié un morceau. J'ai oublié la dérivée donc de moins, on va avoir moins u1 ici, plus, donc dans cette somme-là, toute cette somme-là, en fait, ne contient pas de terme en x1 là-dedans, puisque i et j partent de 2, donc tout cela sont considérés comme des constantes additives, hein, c'est une somme de constantes donc dont la dérivée va être 0, et le uxi, c'est considéré comme une constante là aussi, donc une constante qui est soustraite, donc la dérivée va être nulle. Donc il va nous rester aussi là-dedans 1,5 de la somme pour i allant de 2 à n des AI1 xi, et puis le x1 dont la dérivée vaut 1. Donc on a ça. Maintenant, comme la matrice A est symétrique, A1J et AI1 c'est la même chose, donc on aura du A11 x1 plus 2 fois 1,5 qui va faire 1, plus la somme pour j allant de 2 à n des A1j xj moins u1, c'est-à-dire que l'on aura en fait la somme pour i ou j, peu importe, pour i allant de 1 à n des aij, alors si j'ai mis j, il est a1i xi moins u1. Donc voilà notre dérivée. On a une dérivée qui est relativement simple. Hein. d1g de x, ça sera la somme pour i égale 1 à n des a1i xi moins u1. Donc c'est une question relativement simple de dérivée, mais qui demande de bien faire attention à ces sommes, de bien tout décomposer pour regarder le cas i ou j égale 1 à part, et ensuite le reste. Et on a terminé cette question B. Question C. Vérifier que le gradient de g, c'est f de x moins u. Bon. De même, on aura la chose suivante. Donc, je ne refais pas tout le calcul, hein, mais ici on peut refaire exactement tout le calcul en remplaçant la dérivée par rapport à la première variable, par rapport à par rapport à une autre variable. Pour tout j appartenant à 1n, dj de gx, ça sera la somme pour i allant de 1 à n, des aji xj moins uj. Et donc le gradient, ça sera quoi? Eh bien, ça sera la somme ça sera donc une matrice ligne, la somme pour i allant de 1 à n des aji xj moins uj pour i allant de 1 à n. Et là-dedans, ça serait bien de savoir ce que c'est finalement que f de x. F de x, c'est quoi? Eh bien, c'est lié à la matrice. Alors ici, on va réécrire ça comme ça. Donc on va avoir la somme pour i allant de 1 à n des aij xj, moins finalement tout le vecteur u. Hein. Et donc là-dedans, la somme des aij xj, c'est la matrice, c'est le f de x en fait. Hein. Or, par exemple, ax, qui sera donc la matrice
AN1, ANN, multiplié par la matrice X, X1, Xn, ça sera donc la matrice ici, où on aura la somme pour I allant de 1 à N des A1J, XJ, des A1I, XI, jusque la somme des A pour I égale 1 à N des A NI, XI. Et donc, on constate bien, c'est la même matrice, sauf qu'ici, elle est écrite en colonne, ici, elle est écrite en ligne, que le gradient de G en X, c'est f de X moins U. On écrit les deux, en fait, hein, à l'aide de la matrice, et on obtient ce que l'on cherche. C'est terminé pour la question 3. Oui, jusqu'à présent, il y a des questions qui demandent un petit peu d'attention, mais il n'y a pas pour le moment de raisonnement extrêmement compliqué. Question 4. Montrer que G admet un unique point critique, M appartenant à Rn, et que M c'est f-1 de U. Bon. Soit, par exemple, soit X, un point critique de G, alors, je ne vais pas rédiger comme ça, je vais rédiger par équivalence, ce qui sera beaucoup plus simple. X appartenant à Rn est un point critique de G si et seulement si delta G de X est égal à 0, si et seulement si f de X est égal à U. Or, f est un automorphisme de Rn, donc il existe un unique M appartenant à Rn tel que f de M est égal à U, et on a M est égal à f-1 de U. Juste parce qu'on a un automorphisme, chose que l'on a démontré très facilement à la question 1 de cet exercice. Donc finalement, conclusion, donc G admet donc un unique point critique M appartenant à Rn, et M est égal à f-1 de U. Et il y a des questions qui vont être un petit peu plus dures par la suite, mais pour le moment, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Question 5. Montrer que pour tout x appartenant à n, 1 demi de f de x moins n, f de x moins m, pardon, scalaire x moins m égale g de x moins g de m. Bon. Donc, je prends x appartenant à Rn, et je vais m'intéresser au côté le plus simple de l'égalité, hein, c'est-à-dire à g de x moins g de m, c'est-à-dire 1 demi de f de x scalaire x moins u scalaire x moins 1 demi de f de m scalaire m plus u scalaire m. Et mon objectif, c'est de fabriquer le 1 demi de f de x moins m scalaire x moins m. Une nouvelle page. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Le f de x, il est bien. Le x, il est bien. Il faudrait que je mélange ça avec du f de m et du x, ce genre de choses. Et que je fasse disparaître, en fait, hein, le u. Mais le u, c'est jamais qu'un f de m, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du 1 demi de f de x, x, moins u, c'est f de m, puisque m, c'est f moins 1 de u,
scalaire x, donc là je n'ai plus de x, ça c'est assez intéressant, moins 1 demi, le 1 demi il n'est pas dedans, enfin je pourrais le mettre dedans mais je n'ai pas besoin de ça, de f de m scalaire m, plus le u qui est un f de m scalaire m. Voilà. Ici, j'ai 1 demi moins 1 qui va me faire une seule fois ça. J'ai donc du 1 demi de f de x scalaire x. Alors, voilà, c'est comme ça. Moins f de m scalaire x. 1 moins 1 demi. Donc plus 1 demi de f de m scalaire m. Et ce morceau-là, j'aurais besoin de le découper en deux. Bon, on va le découper en deux. Donc, je vais avoir 1 demi de f de x scalaire x, moins 1 demi de f de m scalaire x, moins 1 demi de f de m scalaire x, plus 1 demi de f de m scalaire m. Bon. Si on regarde par rapport à ce que je veux, là j'ai 3 fois f de m, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ben, je vais choisir l'un de ceux-là, par exemple, pour le transformer en f de x. Alors encore faut-il faire les choses de façon judicieuse. Ici, donc moins f de x, oui, scalaire x, il faudrait que j'ai un moins f de m scalaire x. Donc ça c'est bien les là. Ici je vais déjà en regrouper deux. Je vais avoir du 1 demi de f de x moins f de m scalaire x. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, de l'autre côté, j'ai du plus 1 demi de f de m scalaire. Alors, est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Si je fais ça, je vais avoir du f de m scalaire x moins m, ce qui peut être intéressant. Mais pas forcément. Je vais faire les choses autrement. Donc plus 1 demi de f de m scalaire m. Et celui-là, je vais le réécrire comme moins 1 demi par symétrie de f, comme étant m scalaire f de x. Et ça, c'est car f symétrique. Et donc j'ai du 1 demi de f de x moins m, scalaire x, plus, j'ai le m, cette fois que je peux mettre en facteur, 1 demi de f de m moins f de x, f de m moins f de x, scalaire m. C'est-à-dire que j'ai du 1 demi de f de x moins m scalaire x moins 1 demi de f de m, alors non pardon j'ai mis le 1 demi en facteur, f de m moins f de x scalaire m, c'est-à-dire du 1 demi de f de x moins m scalaire x moins m. D'où pour tout x appartenant à Rn, 1 demi de f de x moins m scalaire x moins m est égal à g de x moins g de m. Alors il est peut-être plus facile, on peut peut-être faire plus facile ou moins de calcul, hein, mais voilà, c'est typiquement le genre de problème où on a pas mal d'égalités et en triturant tout ça, on arrive toujours à nos fins. Parfois on s'en rend pas forcément compte et on passe à côté du résultat parce qu'on n'a pas vu une petite factorisation ou quelque chose et ça peut être un petit peu agaçant, mais normalement ce genre de question on doit toujours arriver à nos fins. Passons à la question 6. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour tout x, jusque ce qu'il y a au-dessus, hein, je ne vais pas le réécrire en fait. Hein. On a vu que pour tout x, g de x moins g de m est égal à 1 demi de f de x moins m scalaire x moins m. Or, si je prends x appartenant à Rn, j'ai f de x moins m scalaire x moins m
qui est supérieur ou égal à lambda 1, norme de x moins m au carré, d'après la question 2c. D'où, pour tout x appartenant à Rn, vous avez g de x moins g de m, qui va être supérieur ou égal à lambda 1 sur 2, norme de x moins m au carré, c'est-à-dire qui est positif. Donc, pour tout x appartenant à Rn, vous avez g de x qui est supérieur ou égal à g de m. Donc, en m, vous avez un minimum. Donc, j'ai atteint un minimum global en petit m. Et finalement, il y a pas mal de questions qui sont des questions directes, des questions de cours, pour ainsi dire. Alors, la question 7. La question 7, elle ressemble quand même un petit peu à la question 5 du point de vue de la méthode. Donc, on va avoir du f de a plus h, scalaire a plus h, qui est égal, par bilinéarité du produit scalaire, à f de a, scalaire a, plus f de a, scalaire h, plus f de h, scalaire a, plus f de h, scalaire h, qui est égal par linéarité de f, f de a plus h, scalaire a plus h, qui est égal à f de a, scalaire a. Donc ici, ça va être égal à f de h. Alors que je le prenne dans le bon sens, c'est pas celui-là qu'il faut changer. C'est celui-là. Ça, c'est égal à f de a, scalaire h, car f symétrique. Donc on aura ici plus 2 f de a, scalaire h, plus f de h, scalaire h. Plus une question pas très compliquée non plus. On sauvegarde avant de passer à la question 7b. Alors en noir, ce sera mieux. Question 7b. En déduire que G2A plus H est égal à G2A plus le gradient de G en A scalaire H plus 1 demi de H scalaire H. Bon, bah, très bien. G2A plus H, c'est quoi? C'est 1 demi de F de A plus H scalaire A plus H moins U scalaire A plus H. C'est ça. C'est-à-dire... Alors... je vais recopier ce que j'ai au-dessus. Donc j'ai 1 demi de f de a scalaire a plus 2 fois 1 demi, donc f de a scalaire h, plus 1 demi de f de h scalaire h, moins u scalaire a plus h. Bon, pour le moment, je le laisse comme ça. On va voir après comment on le travaille. On va certainement avoir besoin de faire du u scalaire a et du u scalaire h. Oui, même, je vois tout à fait comment on va l'utiliser. Donc, on a le 1 demi de f de a scalaire a. Donc, ici, je vais faire ça. Et moins u scalaire h. Donc, moins u scalaire a, ce qui va me donner le g de a. Plus, ici, je vais avoir du f de a moins u scalaire h plus 1 demi de f de h scalaire h. Et je reconnais ici du g de a plus ça, c'est égal au gradient de g en a d'après la question C.
après la question 3C. Aller à la ligne. Donc G de A plus H sera donc égal à G de A plus le produit scalaire du gradient de G scalaire H plus 1 demi de F de H scalaire H. Question qui pourrait être très difficile, mais qui est très simple, parce qu'on sait faire le lien avec les questions précédentes. Comme toujours, c'est un petit peu souvent ce qui vous manque, hein, ce lien pardon, avec les questions précédentes. On est un petit peu embêté. En appliquant cette égalité à des vecteurs A et H bien choisis, alors qu'est-ce que ça veut dire bien choisi, hein? C'est que, évidemment, si on applique ça, on va obtenir tout de suite ou presque ce que l'on a en dessous. Eh bien, montrer que pour tout P appartenant à N, G de MP plus 1 est égal à G de MP plus ce qu'on nous demande. Bon. J'ai du G de MP plus 1, donc mon MP plus 1, il faut que ce soit mon A plus H. Il faut donc, j'ai G de MP, il faut donc, enfin, je vais judicieusement choisir A égale MP, et le reste qui sera H. Donc, MP plus 1. C'est égal à MP moins alpha gradient de G en MP. Bon. Et j'ai MP qui est MP. C'est donc MP plus moins alpha gradient de G en MP. Donc utilisons, je peux dire comme ça, c'est la 8A ici, hein, utilisons la question 7b avec A égale MP et H égale moins alpha gradient de G en MP. On a donc G de MP plus 1, je l'ai fait exprès pour ça, égale G de MP plus le gradient de G en A, ça sera donc le gradient de G en MP, scalaire H, scalaire moins alpha gradient de G en MP, plus 1 demi de F de moins alpha gradient de G en MP, scalaire moins alpha gradient de G en MP. C'est bon pour les parenthèses. G donc égal à G de MP plus, eh bien ici, je vais sortir du moins alpha, donc ce ne sera pas plus mais du moins A, gradient de G en MP, scalaire gradient de G en MP. Ici, je vais avoir mon 1 demi, je sors un moins alpha, donc je vais avoir du moins alpha sur 2, moins alpha par linéarité de F, F de gradient de G en MP, scalaire gradient de G en MP. Et puis j'ai terminé, hein, puisque je reconnais tout ce que je veux. J'ai donc du G de MP, moins alpha norme du gradient de G en MP au carré, moins alpha, donc plus alpha carré sur 2, gradient, produit scalaire de F en gradient de G de MP avec le gradient de G en MP. En déduire que pour tout P appartenant à N, G de MP plus 1 est inférieur ou égal à G de MP moins alpha lambda N, gradient de G en MP, norme du gradient de G en MP au carré. Alors, la norme au carré, on l'a. Et ensuite, eh bien, il serait sans doute bon d'utiliser quelque chose en f de x scalaire x. Et notamment avec du lambda n. Bon. Donc ici, on a donc
d'après la question 2C encore, on n'a que le produit scalaire de f de gradient de g en MP, scalaire gradient de g en MP, est inférieur ou égal à lambda n multiplié par la norme du gradient de g en MP au carré. D'où, eh bien, vous allez avoir g de MP plus 1 qui va être inférieur ou égal à g de MP moins alpha norme de ce gradient de g qu'on aurait dû appeler autrement parce que c'est long à écrire, mais c'est comme ça, hein, alpha carré lambda n sur 2 norme de ce gradient de g en MP au carré. Et donc, g de MP plus 1 sera inférieur ou égal à g de MP. La norme, on peut la mettre en facteur. Et là-dedans, vous allez avoir un alpha que l'on peut mettre en facteur. Donc, moins alpha, facteur 2. Donc ici, il nous reste 1. Ici, on va avoir du moins alpha lambda n sur 2. Norme du gradient de g en MP au carré. Encore une question de fait, donc ça c'était la 8B. On peut passer à la question 9. Donc question 9A, on nous demande de montrer que la suite G de MP converge. Bon, on sait déjà que G est minoré par M, on l'a démontré à la question je ne sais plus combien. On l'a démontré à la question 5, donc si jamais on arrive à montrer que la suite G de MP était décroissante, ça serait bien. Et ça, on l'a en fait, hein, parce que c'est ce qu'on a démontré à la question 8B. Donc, question 9A, je me donne un P appartenant à N, et je vais m'intéresser à G de MP plus 1, moins G de MP, et ça va être plus petit ou égal à moins alpha, facteur de 1 moins alpha lambda n sur 2, norme du gradient de G en MP. Carré. Le alpha, il est positif, puisque alpha est entre 0 et 1 sur lambda n, si je ne me trompe pas. Ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et vous avez alpha, qui est inférieur ou égal à 1 sur lambda n. Donc, eh bien, alpha est compris entre 0 et 1 sur lambda n. Donc, vous avez 0 qui est plus petit que lambda n alpha, qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, quand on divise tout par 2, et donc, 1 moins alpha lambda n sur 2, qui va être supérieur ou égal, vous prenez 1, moins un nombre qui est plus petit que 1,5, c'est supérieur à 1,5, donc c'est positif. D'où G de MP plus 1, moins G de MP, est négatif, puisque vous avez le moins ici. Conclusion, la suite G de MP est donc, je vais écrire le et, décroissante. Or, pour tout x appartenant à Rn, G de x est supérieur ou égal à G de m. Donc, pour tout P appartenant, alors je ne sais plus, c'est N, G de MP va être supérieur ou égal à G de M. La suite est minorée. Vous avez une suite décroissante, minorée, donc elle converge. Conclusion. G de MP converge. On ne sait pas dire vers combien, mais elle converge.
De toute façon, il y a quelque chose qui doit ici vous alarmer. Hein. Montrer que la suite converge, on admet qu'elle converge vers G de M, et le seul théorème que vous connaissez qui prouve qu'une suite converge sans donner sa limite, c'est ce théorème. Suite croissante majorée, suite décroissante minorée. Et voilà pour cette question qui, là encore, n'était pas une question très difficile. Question 9b. Là, on nous demande cette fois non plus de nous intéresser à G de MP, mais directement à MP moins M, et de majorer le carré de cette norme. Alors, comment traiter cette question? La norme de MP moins M, on n'a rien qui nous permette facilement de la faire intervenir. Par contre, de l'autre côté, G de MP moins G de M, on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est la question 5. D'après la question 5, vous avez G de MP moins G de M qui va être égal à 1 demi de f de x, f de MP moins M, scalaire MP moins M. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 sur lambda 1 facteur de G de MP moins G de M qui va être égal à 1 sur lambda 1 f de MP moins M scalaire MP moins M. Et d'après la question 2C, encore une fois, ça va être supérieur à quoi? À 1 sur lambda 1, multiplié par lambda 1, norme de MP moins M au carré, d'après la question 2C. Et bien, c'est exactement ce que l'on voulait. Conclusion. J'aurais peut-être dû écrire un soit P appartenant à N pour commencer. Je ne l'ai pas quantifié pour une fois. Hop. Pour P appartenant à N. Donc pour tout P appartenant à N, vous avez donc bien la norme de MP moins M au carré, qui est inférieure ou égale à 2 sur lambda 1, facteur de G de MP moins G de M. Encore une question pas très difficile. Question C. En déduire que la limite de MP moins M vaut 0. Ici, on sait que G de MP va converger vers G de M. Pour tout P appartenant à N, vous avez 0 qui est inférieur ou égal à MP moins M au carré, qui est plus petit que 2 sur lambda 1. C'est ça comme ça. Facteur de G de MP moins G de M. Et je prends la racine de ce petit monde-là. Bon. Or, G de MP tend vers G de M lorsque P tend vers plus l'infini. D'où cette racine carrée de G de MP moins G de M va tendre vers 0 lorsque P tend vers plus l'infini. Il n'y a plus qu'à invoquer le théorème des gendarmes, et c'est terminé par le théorème des gendarmes. Vous avez la limite, lorsque P tend vers plus l'infini, de MP moins M au carré, qui vaut 0. Depuis le début, il n'y a quand même pas grand-chose de difficile à ce travail. Les questions difficiles, en fait, elles vont arriver après, parce que, enfin, dans cette dernière partie que j'ai modifiée pour faire apparaître des questions de Python. Question 10a, donc là non plus, il n'y a pas de difficulté majeure. Vérifiez que f est symétrique. Bon, bah, très bien. Je vais tout simplement écrire la matrice de f dans une base orthonormale. F de 1, 0, c'est quoi? Eh bien, ici, j'ai 2, 1. F de 0, 1. J'ai donc 1 et 2. D'où
La matrice de f dans la base orthonormale, c'est donc 2, 1, 1, 2, et symétrie. Alors, la matrice de f dans la base canonique de R2 est symétrique. Donc l'endomorphisme F est symétrique. Alors en théorie, on va peut-être vérifier que F est un endomorphisme. Bon, le fait que F parte de R2 dans R2, ça c'est trivial, hein, c'est la façon dont F est écrit qui nous dit ça. Et puis de toute façon, ça c'est un exercice que j'ai déjà donné en colle à certains d'entre vous. Dès lors qu'une application est symétrique, elle est forcément un endomorphisme, elle est forcément linéaire. Et comme elle va ici de R2 dans R2, on a ce que l'on veut. Alors, la question B, à partir de là, ça diverge un petit peu par rapport à ce qui vous était proposé dans cette épreuve. Mais j'ai fait cette modification pour vous obliger, entre guillemets, alors je dis bien entre guillemets parce que je ne suis pas dupe, je pense que aucun d'entre vous, ou très peu d'entre vous en tout cas, auront fait ces questions de Python, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, écrire une fonction f qui prend en entrée deux réels x et y et renvoie les deux composantes de f de x plus y. Bon. Donc là, ici, je vais avoir un def, f de x, y, et je vais tout simplement renvoyer 2 fois x plus y et x plus 2 fois y. Ça, c'est réglé. Le premier point, c'est fait. Ensuite, le deuxième, écrire une fonction g qui prend deux réels x et y et renvoie g de x, y. Bon, très bien. Alors, là, qu'est-ce que je dois faire? Je vous rappelle que g de x, c'est f, 1/2, pardon, de f de x. Où est-ce que j'ai ma fonction g, moi? Elle est là. F de x scalaire x moins u scalaire x. Bon. Donc, je dois faire là-dedans f de x scalaire x. J'ai mon f de x qui est ici. Scalaire x, donc scalaire xy, donc j'ai 1/2. Donc j'ai mon 2 fois x plus y, qui est ma première composante, que je multiplie par la première composante du vecteur, plus x plus 2 fois y, que je multiplie par ma deuxième composante du vecteur, et ça, je dois diviser tout ça par 2. Donc ça, c'est le 1/2 de f de x scalaire x, moins le u scalaire x, alors on me donne un vecteur u là-dedans, hein. Le vecteur u ici, c'est 2, 1. Donc je vais avoir 2 fois x moins y. Voilà. Donc ça, ici, là, j'ai le f de x scalaire x sur 2, et ici, j'ai le u scalaire x, hein. C'est le produit scalaire canonique. Ensuite, j'ai un def ng qui prend en entrée deux réels x et y et renvoie la valeur du gradient de g. ng, alors n c'est pour nabla en fait, hein. Donc x, y, et je dois renvoyer le gradient de g. Donc là, je pourrais utiliser des formules compliquées qu'on a vues au-dessus, mais je vais être un petit peu plus malin que ça. J'ai ma fonction g qui est ici, hein, alors je vais pas écrire ça tout de suite. Ici, j'ai g de x et de y qui est égal à 2x plus y, alors j'ai du 2x carré plus yx plus xy plus 2y carré, le tout sur 2, moins 2x moins y, c'est-à-dire j'ai 2x carré sur 2, donc c'est du x carré. J'ai du 2xy sur 2, donc j'ai du xy. J'ai du 2y carré sur 2, donc j'ai du y carré, moins 2x, moins y. Et donc, mon gradient de g en xy, ça sera, je dérive par rapport à ma première variable, donc j'ai du 2x plus y, moins 2. Je dérive par rapport à la deuxième variable, j'ai du du x, plus 2y, moins 1. Et donc, ce qui me permet d'écrire tout simplement ma fonction, ici ng de x, y,
je vais renvoyer. 2 fois x plus y moins 2, x plus 2 fois y moins 1. Je l'ai déjà répété un certain nombre de fois et je le répète encore. Il n'est pas interdit, même quand c'est des questions de Python, de faire un petit peu de travail calculatoire, entre guillemets à la main. Pardon. Alors, je reviens rapidement sur cette... Non, je perds toujours ma souris. Sur cette fonction ng qui est ici. En fait, on peut l'écrire autrement, parce que dans la question... Dans la question 3c... On a vu que pour tout x appartenant à Rn, eh bien, le gradient de g, c'est f de x moins u. Donc, on peut écrire ng de xy, qui sera, on renvoie, f de xy moins u. Alors, comment dire, il faut renvoyer f de xy, donc... Il faut d'abord qu'on récupère, je vais appeler ça fx, fy, égale f de xy, et ensuite je vais renvoyer. Il me faut deux choses, donc fx moins u, l'abscisse de u qui vaut 2, et fy moins l'ordonnée de u qui vaut 1. Voilà, donc on peut faire les choses comme ceci, ce qui est une deuxième façon de faire le travail, et ce qui évite de calculer les dérivées partielles de g. Bon, ça va un petit peu plus vite. Ensuite, donc, on doit représenter graphiquement les points de coordonnées P, G de MP. Bon, je vais faire une nouvelle page. Donc, j'ai besoin, bien sûr, de Matplotlib. Je vais supposer que mes fonctions f, g et ng sont écrites. Et ensuite, il va me falloir un m0 qui va me permettre de commencer à travailler sur la suite. Donc par exemple, je vais choisir donc des valeurs. Je vais les noter mx, my, hein, qui seront mon abscisse de mp, mon ordonnée de mp. Et je choisis, alors là, je fais un choix initial. Hein. Je choisis par exemple, mais je pourrais faire un autre choix, hein, moins 1 et moins 1. Alors pourquoi je choisis ces valeurs-là? Parce que dans le sujet initial, ce sont, en fait, on ne vous demandait pas d'écrire les fonctions en Python et on vous donnait directement le résultat, sans vous dire qu'on était parti de moins 1, moins 1, enfin ça on n'a pas besoin de cette information, mais voilà, comme ça, si jamais on a besoin de comparer les courbes que l'on obtient à celles qui étaient dans le travail, on verra bien que c'est la même chose. Bon. Ensuite, il me faut une ordonnée que je vais appeler Y. L'ordonnée c'est quoi? Ben, c'est G de MP, donc ici de MX, MY. Notez que j'aurais pu mettre moins 1 et moins 1. Ensuite, je vais avoir une liste qui va contenir toutes les abscisses. Donc au départ, ma première abscisse qui est la première valeur de P, donc c'est 0. Et puis pour Y, je vais avoir petit y. Bon. Ensuite, je vais devoir faire une boucle, donc une boucle for, typiquement. Donc for P in range. Donc je vais de 1, je dois aller jusque 12 inclus, donc 13. Voilà. Alors, je vais commencer par calculer mon gradient, en fait. Hein. Je vais l'appeler dg x dg y, qui sera égal donc, à mon gradient en mx et my. Ensuite, ben, je calcule ma valeur de mp plus 1, donc mx, my. Comment est-ce que je calcule mon mp plus 1? Eh bien, c'est deux coordonnées, hein, mp moins une valeur de a, donc ici je vais mettre au départ par exemple a égale 0,2, puis après j'aurai qu'à remplacer a par 0,67, mx multiplié par a, moins a pardon, multiplié par dgx, et puis my moins a multiplié par dgy. Et il me faut toujours mon ordonnée, donc je vais encore l'appeler y.
qui sera G de mx my, ça ne change pas. Et ensuite, je vais aller mettre une nouvelle valeur dans ma liste x, x.append de p, et y.append de petit y en fait. Une fois que j'ai fait ça, je fais un plt.plot de grand X et de grand Y. Alors, remarquez que je crois qu'on nous demande sur le même graphique pour alpha égale 0,2 et 0,67. Donc ici, on ne va pas faire ça. Il me faut donc deux valeurs de grand Y. Il me faut deux listes de grand Y. Et je vais avoir besoin de deux listes MX, de deux listes de MP. Alors, il faut que je modifie tout ça. Donc ce que j'ai fait, hein, ça marchait pour une des deux valeurs. Sinon on peut recopier le même script, mais c'est pas, je trouve ça pas très joli. Alors, comment je vais faire ça? Je vais les appeler MX, je vais en faire 4, hein, tout simplement. MX, MY. Alors, je vais mettre MX 2, MY 2, et puis MX 67, MY 67, et ça sera pour tout le monde moins 1. Hein, je répète bien, ça c'est un choix que j'ai fait. Donc le choix, je le fais parce que le sujet initial était avec moins 1, hein, mais on peut tout à fait faire un choix autre que moins 1. Il faut faire un choix de départ. Après, libre à nous de faire le choix que l'on veut. Donc le grand X, ça sera toujours 0, ça pas de problème. Le grand Y, eh bien, ça sera au départ Y, Y. Alors, il m'en faut deux des listes. Donc je vais mettre Y2 et Y pour le 0,67, donc Y67, qui sera petit y, virgule, petit y. Le P, ça ne change pas. Mon DGX, DGY, donc là, il va m'en falloir 2. Alors, hop, DGX67, DGY67, et ça sera NG de MX2, MY2, NG de MX67, MY67. Bon. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Alors, hop, hop, un peu plus grand. Donc, MX2, MY2, MX67, MY67. Ça sera donc MX2 moins 0,2 multiplié par DGX2, MY2 moins 0,2 multiplié par DGY2. Et après, je fais la même chose avec les 67. Hein. Moins 0,67 multiplié par DGX67, virgule, MY67 moins 0,67 DGY67. Mon Y, eh bien, il m'en faut 2. Alors ici, on n'a même pas besoin du petit Y, en fait. Tac, tac, tac. Je vais mettre ici mon grand X.append de P. Et je vais avoir mon Y2.append de G de MX2 MY2. Et puis mon Y67.append de G de MX67 MY67. Tac, tac. Et donc ici, je vais faire un PLT plot XY2, un PLT plot XY67, et puis un PLT chaud. Et voilà pour ce
ce premier programme. Donc ce premier programme, je vais l'exécuter, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, évidemment, je ne pourrais pas vous le montrer là, donc il me faut une petite manip. Hop. Alors, je vais être obligé de faire un petit montage, mais bref. Donc là, je vous présente le code. Alors, j'ai fait une petite modification que je vais porter sur l'autre dessin, sur l'autre fichier. C'est qu'ici, en fait, j'ai été obligé de rajouter des paires de parenthèses, parce que sinon, il ne voulait pas associer les bonnes valeurs comment dire, à DGX2, DGY2, DGX67, DGY67. Et ensuite, j'ai ajouté ici une légende pour qu'on puisse repérer quelle courbe est quoi. Donc, j'exécute. Voilà. Alors, moi, j'ai le résultat qui s'affiche, mais comme je n'ai pas capturé cette fenêtre, vous ne la voyez pas. Donc, je vais maintenant vous présenter cette fenêtre avec les deux courbes. Bon, j'arrive pas à vous projeter directement la fenêtre, donc je vais faire une capture puis le mettre dans l'autre document. Donc, voilà les courbes que l'on obtient. Donc, la courbe numéro 1, c'est celle qui correspond au graphique qui a été lancé en premier, c'est-à-dire pour alpha égale 0,2, et la deuxième pour alpha égale 0,67. Bon, on regardera la deuxième courbe, mais il y a quand même quelque chose de frappant ici, c'est que là on a la suite G de MP en fonction de P, qui ici est décroissante, et là, elle commence par décroître, mais après elle croît. Donc probablement que la valeur de 0,67 n'est pas une bonne valeur, et que la 0,2, elle, est meilleure. Donc ensuite, on nous demande de tracer, toujours pour alpha égale 0,2 et alpha égale 0,67, juste les points MP pour P appartenant à 0,12 sur le même graphique. Donc là, on va faire un autre graphique avec les points qui nous intéressent. Donc on va écrire là aussi un autre code. Donc là, il s'agit de la question de D. Donc il faut tracer les points MP, donc en fait, on va avoir le même code, sauf que le X va être différent, et le Y va être différent aussi. Donc on va avoir le même code, donc je vais faire un copier-coller, donc tout ça, hop, alors, tout ça, je le copie, et je vais le coller là, alors ça, je vais le retirer. Voilà. Éditer, coller. Alors c'est pas si simple que ça à coller cette chose là. Bon, je vais couper la vidéo et puis ça va être un peu mieux. Voilà, on va dire que c'est bon. Hop, ça sera la question. Ça sera la question D. Donc qu'est-ce qui va changer? Le début ne change pas. Je veux toujours mes valeurs, sauf que ici je veux quoi? Alors, il me faut, cette fois, il va me falloir 2x et 2y. Alors, hop, hop. Donc, il me faut un x. Pourquoi? x2 et x67, qui seront égaux, tous les deux, à mx et mx. Mais après, en fait, là, je n'ai pas besoin des g de xy. Donc ça, on n'en a pas besoin. On veut juste ici les MY. Donc notez que j'aurais pu mettre moins 1 et moins 1. Donc ça ne change pas. Cette ligne-là ne change pas. Le X, par contre, lui, va changer. Donc on va avoir un x2.append de mx2. Ensuite, il faut que je fasse un petit peu de place. Bon, je vais le mettre à la fin, c'est pas grave. x67.append mx67. Et ensuite, nos y, c'est pas les g que l'on veut, c'est les valeurs de y qui correspondent. Donc ici, on va avoir my2 et ici my67. Et normalement, c'est bon. Donc même chose, je vais lancer ça, et puis je vous montre le code et ce que l'on obtient. Alors voilà le code que l'on obtient. Ici, j'ai dû modifier quelque chose parce que bien sûr, il ne fallait pas faire du pltplot xy, mais x2 et x67. Je vais modifier ça dans le code
que j'ai écrit que j'ai écrit à la main. Hein. Et là aussi, je vais, comme je pourrais pas lancer, enfin je vais lancer, hein, voilà, je lance. Alors, zut. Hop, hop. Voilà, vous ne voyez pas le résultat, mais je vous l'affiche tout de suite dans l'autre fenêtre. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc les deux partent de -1, -1, c'est ce que j'ai choisi. Alors ici, le orange est dessus le bleu, donc on ne le voit pas. Donc on voit que le bleu, il fait ça en fait. Il arrive là. Donc avec probablement convergence vers 0, 1. On nous dit dans l'énoncé un petit peu plus loin que ce sont des coordonnées entières. Et le orange, on n'est pas bien sûr que ça converge. Alors peut-être que ça converge aussi là, mais c'est très difficile à voir. On ne peut pas avoir cette certitude avec le orange. Donc toujours pareil, hein, le bleu c'est 0,2 et le orange c'est 0,67. Alors, sur la fin, commenter les courbes obtenues. Donc ça c'est le E. Eh bien on remarque pour alpha égale 0,2, la suite MP est décroissante, la suite G de MP est décroissante. Ce qui n'est pas le cas pour alpha égale 0,67. De même, on remarque que la suite MP, en fait, hein, converge vers... on a dit 1 en abscisse et 0 en ordonnée. Voilà. Alors converge, semble converger, je vais plutôt mettre. Vers 1, 0. Petit f, conjecturer la valeur de m. Bon, bah, conjecture. M, c'est 1, 0. Et enfin, petit g. Hop, hop, hop. Vérifier que les conditions de l'énoncé sont bien vérifiées et que les résultats expérimentaux sont en adéquation avec ce qui a été précédemment démontré. Bon. Alors, expérimentalement, qu'est-ce qu'on remarque ? Déjà, le alpha, il faut qu'il soit entre 0 et 1 sur lambda n. Bon, donc on aurait sans doute besoin des valeurs propres de f. Les valeurs propres de f sont donc celles de la matrice que l'on a trouvée précédemment, qui était, je crois, celle-ci. Alors, hop, 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 c'est ça. Donc ici, on résout donc, on cherche les racines du polynôme caractéristique. Qui est 2 moins x au carré moins 1, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 4 moins 1, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 3. Donc on doit avoir un produit égal à 3, une somme égale à 4. Donc on va avoir du x moins 3, facteur de x moins 1. Donc, le spectre de f, c'est 1 et 3. On remarque que 0,2, il est bien entre 0 et 1 tiers, hein, la plus grande valeur propre, mais 0,67 n'y est pas. Donc là, le 0,67, il nous embête. Ensuite, les résultats expérimentaux, c'est que M, le point critique, hein, c'est 1, 0. Donc le point critique, on a vu
que D1F... Est-ce qu'on a calculé D1F? Tout d'un coup, j'ai un doute. On a calculé D1G, mais pas D1F. Et le point critique, c'est le point critique pour... C'est le point critique pour G. Donc, il nous faut bien du D1G. On a ici. Alors, lui, on l'a calculé, par contre. 2x plus y moins 2. Et d de g de x. Alors, xy, je vais plutôt mettre. Hop, x plus 2y moins 1. On résout alors le système. 2x plus y égale 2. X plus 2y égale 1. Et la deuxième ligne, par exemple, je vais faire L2 moins 2 fois L1. Donc ici, x moins 2x, ça me fait moins x. 2y moins 2y, il y en a plus, c'est fait exprès. 1 moins 4, je vais trouver... oui, c'est ça, je vais trouver moins 3. Donc je trouve que x est égal à 3, ce qui est étrange, puisqu'on devrait avoir autre chose que ça. X, oui, c'est moins 3, parce qu'ici c'est moins 3x. Donc on va avoir que x est égal à 1, et si x égale à 1, j'ai y égale 0. Donc le seul point critique de g est 1, 0, comme on a bien montré. Alors, est-ce qu'on a montré le reste? Les valeurs propres sont bien comme... Pas de souci. Donc, f est bien symétrique, qui est inclus ici dans R plus étoile. Donc, on a tout bien vérifié. Et ça colle. Voilà donc pour la fin de cet exercice. Un exercice qui, dans sa version originale, n'était pas très compliqué. Hein. Voilà, les questions plus difficiles, c'est les questions de Python que j'ai moi-même ajoutées. Voilà pour ce travail.